Bienvenue à Jean de chez nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Alain Chéné, dépisteur-chef des Ducks d'Anaheim. Ils viennent de gagner la Coupe Stanley dernièrement. Bienvenue à cette émission, M. Chéné. Ça veut dire, François. Vous êtes natif de Thetford. Oui, natif de la paroisse Saint-Noël-Chabanel, où je demeurais cette 9e avenue, en fin de compte. Et puis mes parents, Bertrand Chéné et Françoise Grégoire, ma mère. Mon père travaillait ici à Thetford. J'ai également 2 frères qui habitent la région, soit Claude Chéné et Stéphane, Claude travaille pour la ville de Thetford et Stéphane est surintendant au Club de Thetford. Et j'ai 2 enfants, Mélanie et Isabelle, Mélanie demeure ici également à Thetford et Isabelle travaille comme infirmière à Québec. Pour avoir 2 enfants, vous vous êtes marié à? Je me suis marié à Drummondville, avec une Drummondvilloise. Quand je jouais au hockey pour les Rangers du temps, mon hockey junior, c'est là que j'avais connu Nicole. Et puis, de fil en aiguille, bien, on s'est mariés et on a eu nos 2 beaux enfants. Et vos études? Les études à l'Université de Moncton, c'est bien sûr que je suis allé fait mon collégial, si tu veux, ici à Thetford. Et puis j'ai quitté pour me rendre à Moncton jouer au hockey. Et en maintenant étudié, j'ai fait un baccalauréat en éducation physique à l'Université de Moncton et j'ai gradué en 1974. Parlez-nous donc de votre carrière comme joueur de hockey. Une carrière, disons que je n'étais pas le joueur le plus talentueux. J'étais plutôt un gars qui travaillait dans les coins de patinoire et qui essayait de servir son physique un petit peu pour faire arriver des choses, mais je n'avais pas le talent nécessairement pour faire une carrière. Je m'en suis rendu compte très rapidement. Puis il valait mieux pour moi de continuer à aller à l'école puis bien étudier, pour avoir un diplôme, mais qu'est-ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait. Et de fil en aiguille, bien, après mon diplôme, ça m'a amené ici encore à Thetford comme enseignant, à la polyvalente de Thetford et après au Collège de la région de l'Amiante. Comment est-ce que vous avez commencé dans le hockey comme entraîneur? J'ai commencé ici à Thetford en coachant les filons de l'Amiante de la Ligue collégiale 3A du Québec. Et puis durant quelques années. Par la suite, j'ai coaché les Vikings, Victoriaville et les joueurs majeurs de la Ligue collégiale 3 également. Et puis de fil en aiguille, des filons et des Vulcains, ça m'a amené à être assistant coach pour les Nordiques de Québec. Et il m'avait appelé à ce moment-là, M. Maurice Fillon, gérant général de l'organisation des Nordiques. Il m'avait appelé pour une entrevue possible avec 4-5 candidats susceptibles. Et puis, j'ai été chanceux d'être sélectionné et puis de travailler pour les Nordiques. Et vous avez passé plusieurs coachs avec les Nordiques, là. Oui, passablement, c'est des années tumultueuses. En fait, j'étais avec le Québec nordique durant 3 ans. Et il y a eu 4 coachs que j'ai eu la chance de travailler pour eux, soit André Savard, Ron Lapointe, Jean Perron ainsi que Michel Bergeron. Alors, c'est quoi un bon coach au hockey? C'est un bon coach au hockey, c'est assez difficile à dire. Je dirais que c'est une personne qui réussit à allier l'aspect technique et tactique et qui est un très bon motivateur également. Et le coaching a vraiment changé au fil des années. Mais moi, les 4 coachs avec qui j'ai eu la chance de travailler ont été très, très bons pour les Nordiques. Chacun d'eux avait une qualité spécifique et puis j'ai beaucoup appris d'eux durant ces 4 années-là. Alors, comment s'est fait le lien pour passer avec les Ducks d'Anaheim? Ça s'est fait que dans le temps que j'étais assistant entraîneur pour les Nordiques de Québec, Pierre Gauthier était dépisteur-chef du temps. Et puis, quelques années par la suite, Pierre a été nommé le premier assistant gérant des Mighty Ducks lors de la nouvelle franchise de la Ligue nationale de hockey. Il se cherchait un dépisteur à temps partiel au Québec. Pierre m'a contacté à savoir si je serais intéressé à remplir ses fonctions. Alors, j'ai essayé pour une couple d'années à temps partiel et par la suite, ils m'ont engagé à plein temps et de fil en aiguille, bien, ça fait maintenant 15 ans que je suis avec eux. Alors, c'est quoi un bon dépisteur? Bon dépisteur, il ne faut pas se tromper trop souvent. Dans le sens que, écoute, je pense que tout le monde travaille très, très fort dans ce domaine-là. Ce n'est pas une science exacte, absolument pas. Il y a beaucoup d'impondérables qu'on ne peut pas contrôler sur un jeune joueur de hockey. Mais disons que je dirais qu'à la fin, c'est un dénominateur commun, je dirais qu'il faut plus réussir que se tromper. Si on se trompe trop souvent, notre travail est mis en péril très rapidement. Et comment est-ce que vous avez de dépisteurs qui travaillent pour vous, là? Présentement, nous avons 7 dépisteurs à plein temps dans l'organisation et environ 5 à temps partiel. Ces dépisteurs-là sont suivis un peu partout à travers le monde. On a un en Russie à plein temps, un en Suède, un en République tchèque également. Et en Amérique du Nord, on a 2 dépisteurs dans l'Ouest canadien, un en Ontario, un aux États-Unis pour parcourir tous les États-Unis, ainsi que 5 temps partiels qui parcourent toutes les ligues juniors, CR2, les petites ligues midget, en fin de compte, pour couvrir le plus de territoire possible. Et puis, c'est beaucoup de monde, mais si on veut être compétitif avec notre équipe, il faut avoir du monde qui travaille fort et qui vont voir tous ces ligues-là, tous ces joueurs-là, pour qu'on puisse les repérer rapidement. Donc, vous avez 7 dépisteurs à temps plein, 5 à temps partiel. C'est à peu près la même affaire dans toutes les équipes. Oui, il y en a qui n'ont plus, d'autres n'ont moins, mais je dirais que 6 à temps plein, c'est environ peut-être la moyenne des équipes nationales de hockey. Notre gérant croit beaucoup
au recrutement, donc ils nous donnent plus d'effectifs. Et puis, ça nous aide à peut-être mieux repêcher également. Donc, ces 12 dépisteurs-là, il faut vous les rencontrer plusieurs fois par année? Oui, on est en communication sur une base régulière. On se parle pratiquement aux 2 jours en ce qui concerne les dépisteurs en Amérique du Nord. Cependant, pour les Européens, peut-être une fois par semaine, on se parle régulièrement. Ceux-ci me font parvenir des listes de joueurs dans leur secteur qu'ils ont à couvrir. Et c'est mon rôle par la suite de faire le tour de toute cette liste-là, de tous ces joueurs-là, puis essayer d'évaluer où est-ce qu'ils vont, à quelle place il faut les mettre sur notre liste correctement. Alors, de 1 jusqu'à 200, il faut essayer de voir là, où est-ce qu'ils vont se placer correctement sur nos listes. Et puis, on espère de repêcher de meilleur à la fin de l'année. Donc, j'imagine que vous êtes continuellement en déplacement, en voyage. Oui, c'est le côté du travail qui est difficile, selon moi. C'est de passer peut-être 24 jours par mois sur la route et puis de vivre dans les hôtels et dans les avions. Et puis, c'est sûr que lorsqu'on commence ce travail-là, ça fait maintenant 15 ans que je suis avec eux. En tout début, on est tous motivés et puis, bon, on a hâte de connaître de nouveaux endroits. Mais ça fait maintenant 15 ans que je parcours ces mêmes endroits-là. Et puis avoir des vols d'avion cancellés, puis les hôtels, on s'ennuie de notre maison, on s'ennuie de nos proches. Et puis, c'est le côté difficile du travail. Par contre, évaluer les jeunes joueurs de hockey, c'est absolument merveilleux. Essayer de projeter ces jeunes joueurs-là dans le futur, c'est le travail d'un dépisteur, et puis c'est une chose que j'adore faire. Alors, à force de voyager tout le temps comme ça, c'est là qu'il vous est arrivé, il y a 4 ans, en Allemagne, un grave accident? Oui, en fait, c'est arrivé en Slovaquie, à Bratislava. C'est qu'il y avait un tournoi de hockey là-bas où est-ce que toutes les équipes nationales de hockey étaient représentées par 3 ou 4 dépisteurs. Puis en revenant d'un match le soir, vers 10 h le soir, il y a une personne dans le milieu d'une autoroute qui a fait un genre de U-turn. Et puis, on l'a frappé à haute vitesse. Et puis, tout le monde de l'auto était blessé. J'ai dit 4. 4 dépisteurs de l'organisation d'Anaheim étaient tous blessés. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai peut-être été le plus malchanceux parce que j'ai eu l'épaule égrenée, puis tout le côté gauche fracturé. Puis, ils ont dû me transférer en Autriche, puis m'opérer d'urgence. J'ai demeuré là-bas une dizaine de jours. C'était une expérience qui font réfléchir beaucoup de choses au niveau de la philosophie de vie. Là. Ça doit être difficile, ça, être 10 jours dans un hôpital en Autriche. C'était difficile parce qu'il y avait seulement une personne qui parlait anglais. Puis, vu que je ne parle pas l'allemand, c'est vraiment difficile. Alors, lorsque je me sentais plus ou moins bien, mais je n'étais pas capable de m'exprimer, me faire comprendre. Puis, il y avait une infirmière qui parlait anglais, mais évidemment, elle ne travaillait pas tout le temps. Alors, mais par contre, les gens ont été merveilleux. Les soins ont été très, très bien. Rien à reprocher. C'était très bien fait. Puis, mais j'avais hâte de quitter. Je trouvais ça... lorsqu'on est accidenté, qu'on est loin de chez nous comme ça, on se sent vraiment seul dans notre coin. Et puis, malgré que tous mes amis me téléphonaient, puis il y avait beaucoup de support moral d'eux, j'avais hâte de revenir à la maison. Et puis, lorsque je suis revenu à la maison, je peux vous dire que j'appréciais mon chez nous. La convalescence, ça a pris combien de mois? Ça a pris environ 4 ou 5 mois par le temps que je puisse revenir faire mes activités à plein temps. Je couvrais quand même la Ligue du Québec à temps partiel, mais je n'étais pas prêt à marcher correctement. Puis mon épaule, j'avais des pins puis des plaques là-dedans qui faisaient en sorte que ma mobilité était très limitée. Mais après 5 mois, tranquillement, pas vite, avec la physiothérapie, tout ça, bien, c'est revenu. J'ai perdu peut-être environ 40 de mobilité de l'épaule gauche dû à la chirurgie. Les chirurgiens m'avaient prévenu de ça de toute façon, que je ne reviendrais pas comme avant. Mais je n'ai pas à me plaindre. Je suis encore ici, je suis ici aujourd'hui, puis je peux encore profiter de la vie puis faire ce que j'aime le plus, soit d'évaluer des jeunes joueurs. Petite question technique de même. Êtes-vous aussi bon au golf qu'avant ou il y a eu une différence? Non, une grosse leçon d'humilité pour moi. Avant, je réussissais à frapper la balle assez loin, puis maintenant, bien, lorsque je joue avec mes amis, c'est toujours moi qui fais mon deuxième coup le premier. Alors, j'ai appris à peut-être être plus meilleur en entour des verres parce que la distance n'y est plus à cause justement de l'épaule qui... Je ne peux pas finir mon mouvement ou faire un mouvement d'amplitude maintenant. OK. L'été dernier, vous avez amené la Coupe Stanley ici à Thetford. C'est quoi le feeling? C'était merveilleux. La population qui a répondu à l'appel. Puis c'est une expérience très enrichissante. Je pense que les gens ont apprécié. Je suis natif de Thetford Mines. Puis jamais je reniais ma ville. C'est ici que j'ai vécu pour la plupart de mon temps avec ma famille. Puis c'était merveilleux de pouvoir la ramener ici. Et puis que les gens puissent l'apprécier, se photographier avec. Et puis je pense que c'était une journée merveilleuse. C'est drôle, la vie. Hein? Les Canadiens de Montréal gagnent la Coupe Stanley. En 1995, je pense, la dernière fois, ils paraient la Coupe Stanley à Montréal. Les Ducks d'Anaheim gagnent la Coupe Stanley et on a la Coupe Stanley à Thetford. Vous trouvez pas ça drôle? Oui, c'est drôle. Disons que je suis bien content parce que, comme je disais aux personnes, en 120 ans d'histoire, seulement 19 équipes qui l'ont gagné. Donc, c'est quasiment la 649 du hockey. Puis, j'apprécie chaque moment de ça. Là.
L'équipe, les Mighty Ducks, ça s'appelle maintenant les Ducks. C'est quoi la différence? La différence en début d'histoire des Mighty Ducks, c'est que c'est Walt Disney qui avait acheté l'équipe de hockey. Et puis eux avaient tourné un film, si vous vous souvenez, les Mighty Ducks. Donc, ils ont vu donner le nom de l'équipe correspondant au film. Et puis de là, bien, ils ont vendu beaucoup de marchandises. Il y a 2 ans passés, on a un propriétaire du nom de Henry Samueli qui a acheté l'équipe de Walt Disney. Alors lui, il voulait se dissocier un peu de Disney. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a enlevé le nom Mighty pour garder les Anaheim Ducks, pour se dissocier du fait que c'est plus Disney maintenant, que c'était lui qui était propriétaire. C'est ce qui est arrivé. OK, donc ça fait un assez gros changement. Ça veut dire qu'il y a un changement de propriétaire. Oui, un changement majeur. Et puis, il a engagé Brian Burke comme gérant général, qui est une personne à haute personnalité, qui a beaucoup de caractère. C'est votre patron, ça? C'est mon patron, oui. Et puis, qui a fait un boulot fantastique pour faire des échanges. Écoute, nous donner les effectifs qu'on voulait au niveau du repêchage pour aller voir les joueurs, mais beaucoup d'argent dans le développement des jeunes joueurs dans le club ferme de l'organisation. Mais toutes ces efforts-là, maintenant, sont récompensés parce qu'on a réussi à gagner la Coupe Stanley. Alors, si on regarde l'avenir, c'est rare dans le passé, les équipes qui ont gagné 2 fois la Coupe Stanley. Ça remonte au Oilers d'Edmonton, ça remonte à New York Islanders. Mais dans les années récentes, est-ce que vous pensez gagner encore la Coupe Stanley l'année prochaine? On souhaite, là, mais c'est très difficile. C'est que les gens ne se rendent pas compte comment c'est difficile. C'est bien entendu que c'est pas d'avoir une très bonne équipe de hockey. Il faut également que tu aies un peu de chance de ton côté. Et lorsqu'on a vu contre Détroit, je me souviens tout le temps, dans les séries éliminatoires, on perdait un match 2-1 à 40 secondes de la fin. Et puis notre entraîneur a retiré notre gardien de but. On a réussi à compter un but dans les dernières secondes pour égaliser le match. Et on s'est rendu supplémentaire pour gagner ce match-là. Mais si on aurait perdu ce match-là à Détroit, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de Coupe Stanley à Thetford. Alors, c'est dans ce sens-là. C'est que ça prend une très bonne équipe de hockey et également un peu de chance. Je dirais 20 à 30 de chance. Puis maintenant, il y a 30 équipes, beaucoup plus d'équipes, et tout le monde désire. C'est le but ultime de toute personne de hockey, c'est de gagner la Coupe Stanley un jour. C'est très compétitif. Donc, c'est sûr que je le souhaiterais une autre fois, mais je suis très réaliste. Ça va être très difficile. Parlez-moi de votre horaire dans le mois de juin. Vous avez gagné la Coupe Stanley et fait la séance de dépistage. Oui, ça va avoir un horaire de fou, là, le mois de juin? Ça a été assez ardu, mais je prendrais ça chaque année sur la Coupe Stanley tout le temps. Là. Ça ne me dérangerait pas. Non, c'est le fait que je suive l'équipe à Ottawa dans les séries éliminatoires, ainsi qu'à Anaheim, lorsqu'on a gagné le match ultime, le 5e match. Et par la suite, on avait des réunions de dépisteurs pour établir notre liste finale en vue du repêchage de fin juin. Donc, le mois de juin a été très, très occupé. Mais je prendrais ça chaque année si on pour gagner la Coupe Stanley. Tu es très occupé, ça veut dire souvent des avions, des déplacements? Pas souvent à la maison, peut-être 3 jours dans tout le mois, là. Mais pas souvent à la maison. Puis votre maison, c'est à Los Angeles? Là? Non, ma maison est à Sainte-Foy, à Québec, parce que je vais souvent à Los Angeles, mais je ne peux pas m'établir là, parce que j'ai à couvrir tout le Canada ainsi qu'une partie de l'Europe. Et puis pour moi, voyager de Los Angeles, ce serait très, très difficile. Donc, de Québec, ça se fait bien. C'est mon pied à terre. Puis je reviens à Thetford voir la famille sur une base régulière, parce que je n'ai pas perdu contact avec ma famille et mes amis de Thetford. Alors, ça doit être assez difficile, ça, travailler à Sainte-Foy, puis pour une équipe de Los Angeles? Ça fait spécial. Les gens, des fois, ne comprennent pas. Mais pour moi, ça va très bien. Mes patrons l'acceptent ainsi. Et puis, je dois avouer que s'ils n'acceptent pas, si j'aurais à déménager ailleurs, probablement j'arrêterais de recruter parce que, bon, je suis bien à Québec, je suis près de Thetford, près de mes amis, de ma famille. Puis, dans ce travail-là, tu as besoin de ta famille pour réussir. Et puis, ils vont toujours bien supporter. Donc, il faut que ça demeure ainsi. Curieusement, dans la Ligue nationale, sur 30 équipes, il y a juste 2 dépisteurs-chefs qui sont francophones. Et comme par hasard, les 2 sont de Thetford. Michel Dumas, le Blackhawks de Chicago, et vous? Oui, absolument. Michel, qui est un bon ami à moi, qui travaille d'arrache-pied, qui fait un excellent travail, puis qui a fait des choix exceptionnels les dernières années. Et puis, je pense que Chicago a une équipe, une très, très bonne jeune équipe pour l'avenir. Et puis, je suis convaincu que sa chance va être là bientôt pour lui de la gagner, puis je lui souhaite. Vous devez trouver ça difficile, travailler toute une année, puis tout votre travail se résume à la séance de repêchage qui a eu lieu au mois de juin dernièrement. Là. Votre année se résume à cette journée-là. Oui, ça se résume en 2 jours, puis c'est des milliers de milles parcourus qui se résument en 2 jours de repêchage. Puis comme toutes les équipes, on pense au repêcher l'appel rare, mais on se rend compte que par la suite, on trouve des déceptions. On a des bonnes surprises ainsi que des mauvaises. Puis, parlez-moi donc de vos bonnes surprises à vous. Ah, ben mon Dieu, Corey Perry, Ryan Getzlaf, c'était des surprises merveilleuses pour nous autres. C'est 2 jeunes joueurs qui ont été des joueurs d'impact pour nous cette année, qui ont seulement 21 ans. C'est l'avenir de notre organisation. Puis ces 2 gars qu'on a pris au repêchage il y a 2 ans, dans la même année, en première ronde. Alors, on ne pensait pas qu'ils seraient bons comme ça, je vais vous avouer.
Mais tous les deux sont très bien développés, ils ont progressé, ils sont devenus des joueurs maintenant d'impact pour nous. Puis on est très fiers de les voir jouer comme ça. Moi, je suis super comme amateur. Vous en nommez deux. Commencer par François Beauchemin. Oui. C'est pas un gros vol, ça, qui s'est passé? Oui, c'est que lorsqu'on a échangé Sergei Fedorov à Columbus, notre assistant gérant du temps aimait beaucoup François Beauchemin, qui jouait dans les mineurs dans le club ferme de Columbus. Alors, lorsque l'échange s'est fait, il a demandé à Columbus, est-ce que vous pourriez inclure François Beauchemin dans l'échange? Eux sont appréciés de dire oui sans problème. Alors, je pense qu'il ne ferait plus ça maintenant. Puis là, c'est un pilier à défensive. Oui, puis François était excellent, il progressait beaucoup, il jouait avec beaucoup de confiance maintenant. Et puis, c'est une partie très importante de notre équipe. C'est un joueur qui est fantastique pour nous, puis qui va être là encore de nombreuses années. Puis Jean-Sébastien Giguère, qu'est-ce qu'il en est là? Il était repêché par Hartford dans le temps. Il a été échangé à Calgary. Et puis, Jean-Sébastien joue beaucoup dans le club ferme, vraiment dans les mineurs. Pas vraiment sa chance pour la grosse équipe. Et puis, Pierre Gauthier a fait l'échange avec Calgary pour un choix de deuxième ronde qui est absolument... ça aussi, c'est un autre vol, entre guillemets, d'un gérant par rapport à une transaction. Puis Jean-Sébastien est arrivé à Anaheim, puis on lui a donné le filet immédiatement. Il a pris confiance, puis il est devenu le gardien de but qu'il est maintenant, qui est un gardien de but extraordinaire, qui est très calme, qui fait des arrêts au bon moment. Puis il est partie très importante qu'on a eu la chance de gagner la Coupe Stanley cette année. Avez-vous d'autres francophones dans l'équipe qu'on connaît moins? Non, c'est les seuls présentement comme francophones avec la grosse équipe. Comme dépisteur, quel conseil vous auriez à donner à des jeunes? Qu'est-ce qu'il faut pour jouer dans la Ligue nationale? Écoute, ça prend beaucoup de volonté et beaucoup de caractère. Le dépistage n'est pas une science exacte, comme vous disiez. On se trompe souvent, mais il faut apprendre de nos erreurs et non pas les répéter. Et puis un jeune joueur se doit de ne jamais abandonner, puis de surtout montrer beaucoup de caractère lorsqu'il joue. Le caractère, c'est pas seulement d'avoir un joueur qui a du talent, puis qui, lorsqu'il arrive le temps des séries éliminatoires, de vraiment souffrir puis de payer le prix. Souvent, les joueurs de talent ne le feront pas. Et puis, un gars qui a moins de talent va le faire. Et puis, notre équipe est beaucoup basée sur le caractère des joueurs. Alors, quelquefois, on va laisser de côté un petit peu les habiletés pour aller vers le caractère et le désir de vaincre. Et puis, en ce qui me concerne, je dirais le meilleur conseil, c'est de continuer à travailler très fort, de continuer à écouter leur entraîneur, et surtout de ne jamais abandonner et de montrer du caractère. C'est comme ça qu'ils ont une chance de réussir. Mais pour jouer dans la Ligue nationale, c'est un peu comme on dit la 649. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, être repêché, c'est une étape, mais de jouer un jour de la grosse équipe qui t'ont repêché, c'est une autre étape. Puis je pense que c'est l'effort des jeunes. Simplement, là, si tu es repêché, tu as atteint une grosse étape dans ta vie. Maintenant, il faut que tu continues à aller de l'avant, continuer à progresser, à te développer. Et puis les équipes maintenant nationales de hockey donnent beaucoup de chance aux joueurs de progresser. Il y a beaucoup de sous, si vous voulez, qui sont impliqués dans le développement des joueurs. Et puis si le jeune démontre de la volonté le moindrement, il y a une chance de réussir. Et vous, comment voyez-vous l'avenir des équipes? Là? Autrefois, quand j'étais jeune, on en avait 6. Là, on est rendu à 30. On va-tu s'en aller vers 25 ou monter à 35 équipes? Je pense que ça va monter un petit peu. C'est drôle, je vais vous dire là, mais à chaque année, il y a 3-4 nouvelles équipes ou nouvelles organisations possibles qui appliquent lors des franchises nationales de hockey. Et c'est Gary Bettman qui va tout gérer ça, mais c'est pas parti pour diminuer, c'est parti pour augmenter. Je ne veux pas vous mettre dans l'eau chaude, là, mais la masse salariale est rendue à peu près à 48 millions. Est-ce que Québec, avoir une équipe, c'est rêvé en couleur ou pas? Là? Si Québec aurait une nouvelle amphithéâtre, parce que le Colisée est désuet présentement, c'est une nouvelle amphithéâtre environ peut-être entre 18 et 20 000 sièges, avec la masse salariale présente et avec le cap salarial présent, avec l'économie maintenant qui est de mieux en mieux à Québec, je dirais oui, il y a une possibilité. Mais c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille, parce que ça va prendre des décisions politiques au niveau de construire un amphithéâtre, puis c'est beaucoup de sous impliqués. Une aréna d'envergure, c'est peut-être 300-400 millions. Et puis, ça prend des décisions politiques majeures au niveau des municipalités, des villes, la ville de Québec, ainsi que des gouvernements. Et puis, je ne suis pas sûr qu'on est rendu là maintenant au Québec. Okay. On dit la Ligue nationale, mais est-ce qu'un jour, la Ligue nationale va être en Europe? Très forte chance. De plus en plus, cette avenue-là est explorée. Et puis, je ne serais pas surpris que d'ici peut-être un maximum de 5 ans, que des équipes comme la Suède, par exemple, à Stockholm, en Russie, à Moscou, et même en République tchèque comme Prague et la Finlande, Helsinki. C'est des villes majeures, avec des partisans merveilleux. Les arénas sont remplis à pleine capacité là-bas. Donc, il y a peut-être une possibilité d'ouverture au niveau d'une expansion européenne possible. Et ça ne me surprendrait pas que ça arrive du tout.
Parce que le vrai beau hockey qu'on a au niveau international, c'est les Jeux olympiques. Oui, c'est très relevé, mais ce n'est pas la Coupe Stanley. Alors, pour un joueur comme Teemu Selanne, par exemple, qui a gagné les Olympiques, pour lui, d'avoir gagné la Coupe Stanley, c'était encore plus. Et puis, je pense que les Européens, s'ils seraient à la nationale de hockey, par exemple Helsinki ou, comme je disais tantôt, Moscou ou Prague, ça serait merveilleux de voir la situation puis de voir l'engouement qu'il y aurait en Europe et ainsi qu'en Amérique du Nord, parce que ça serait de découvrir une nouvelle facette du hockey, du hockey européen. Et les partisans verraient ça sur une base régulière, donc ça serait très intéressant pour eux. Anaheim, si on le dit en passant, c'est Los Angeles, c'est ensemble. Vous êtes à combien de minutes de l'aréna où jouent les Kings de Los Angeles? Environ 45 minutes, là, c'est environ ça. Anaheim est situé entre Los Angeles et San Diego, un peu entre deux, à mi-point, si vous voulez. San Diego, c'est environ 1h15 Anaheim, puis Anaheim, environ 50 minutes de Los Angeles, donc c'est bien situé. Vous êtes à peu près comme New York Rangers puis New York Islanders. C'est près, oui, absolument. Oui. Okay. Vous êtes les deux seules équipes dans les nationales qui avaient des équipes proches de même? Oui. À part du côté Est, parce qu'on parle des Islanders, puis de New Jersey, puis Philadelphie, puis New York Rangers, eux, c'est très, très près également. Là, même, ils sont tous là, ensemble, si vous voulez. Mais du côté de la côte Ouest, on a Saint-Nosé dans notre secteur aussi, mais c'est beaucoup plus haut. Là, c'est une bonne 1h30, 2 heures d'avion. Alors, je peux vous demander ça maintenant, puisque vous avez gagné la Coupe Stanley. Incidemment, votre nom va être sa Coupe Stanley. Oui, il devrait apparaître là dans les prochaines années, parce que c'est tout un processus. Là, ils inscrivent les noms là, puis il faut qu'ils enlèvent les noms qu'on a depuis 50 ans, qui les gardent quand même au Temple de la Renommée à Toronto. Mais il devrait apparaître là. Lorsqu'il sera là, il va être là pour 50 ans. Alors, c'est quoi un bon dépisteur-chef ou directeur du recrutement, peu importe les noms? Je pourrais dire qu'un bon recruteur-chef, c'est quelqu'un qui écoute ses dépisteurs. Parce que c'est pas seulement lui, c'est tout un groupe de dépisteurs qui travaille très fort. Puis il faut qu'il ait confiance à ces gens-là, il faut qu'il soit à l'écoute de ces personnes-là. Et puis, c'est vraiment à l'écoute, il va prendre les bonnes décisions. Alors, on a vu ça dernièrement, au mois de juin, à la séance de dépistage. Là. Vous êtes à peu près une dizaine de joueurs autour de la table. Là. Alors, pour choisir le nom, c'est qui a le dernier mot? Là? C'est moi, en fin de compte, qui a le dernier mot, mais avec mes dépisteurs, c'est bien sûr qu'on prépare une liste, c'est fait. On a des meetings, beaucoup de choses qu'on fait. Mais lorsqu'il arrive le temps final, je vais prendre la décision de prendre ce joueur-là, mais avec le consensus de mes dépisteurs, parce que personne ne peut se permettre très rarement de prendre un joueur qui va à l'encontre que les dépisteurs aimeraient avoir. Comme je vous dis, j'ai beaucoup confiance au groupe de dépisteurs qu'on a à Anaheim, et puis je leur fais entièrement confiance. Et puis je veux que tout le monde soit impliqué. Et puis, en les écoutant, bien souvent, je risque de prendre les bonnes décisions. Okay. Ben, ça se passe comment, cette journée-là? La première ronde, ça va, mais la deuxième, la troisième, la 10e ronde, ça devient compliqué, à un moment donné? Ça va rapidement, parce que là, en deuxième ronde, les joueurs ont pas moyen de se rendre sur l'estrade en avant puis faire les annonces officielles. Donc, ça va très vite, il faut être prêt. Alors, lorsque ton temps arrive de repêcher, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu aies 2-3 noms d'avance tout le temps. Et puis, évidemment, il y a des discussions là-dedans rapidement. Ça peut arriver qu'on change un par rapport à l'autre à la dernière minute, que notre gérant général fasse un échange pour acquérir un autre choix de repêchage ou d'en donner un, dépendamment des offres. Alors, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'adrénaline. C'est dynamique. C'est 2 journées que j'adore à chaque fois. Vous devez sortir là très fatigué. Oui, très fatigué. Épuisé mentalement surtout, mais toujours très heureux parce qu'on est content du travail accompli comme toutes les autres équipes. Mais comme je disais tantôt, il reste quand même que malgré tout ça, il y a des manques et puis qu'on risque quelquefois de prendre des mauvaises décisions qu'il faut vivre avec et avoir assez d'expérience pour ne pas les répéter pour devenir meilleur. Alors, c'est un travail, j'imagine, qui vous passionne terriblement. Oui, et tant que j'aurai cette passion-là, je dirais continuer. Lorsque la passion ne sera plus là, je dirais comme les gens du Canadien dans le temps, je passerai le flambeau aux plus jeunes. Ouais, c'est quoi l'avenir de Alain Chaîné dans le hockey? Comment? Il me reste encore 2 années de contrat avec les Ducks et puis par la suite, j'aimerais peut-être commencer à ralentir un petit peu puis peut-être faire du recrutement à temps partiel, soit pour les Ducks ou une autre organisation, de façon à passer plus de temps à la maison avec ma famille parce que c'est très exigeant. Les gens pensent qu'on voyage, on visite, puis c'est très beau, mais on n'a pas le temps de visiter. Lorsqu'on est sur la route, bien souvent, on a 2 à 3 matchs à voir par jour, puis on change de place continuellement. Donc, c'est très exigeant pour l'aspect physique. Alors, c'est peut-être mon temps. Là. Mon temps arrive bientôt de laisser ma place aux plus jeunes qui vont pouvoir accomplir ce boulot-là autant que je l'ai fait. Bien, ça fait combien d'années que vous êtes pour les Ducks d'Anaheim? C'est maintenant 15 ans. Et 15 puis, à la fin de ce contrat-ci, ça va faire 17 ans. Alors,
Hein, mes cheveux sont un peu plus blancs que les temps que j'ai commencé. On va essayer de faire en sorte que les jeunes prennent... Mais vous espérez encore gagner une autre Coupe Stanley? Ah, bien, c'est sûr. J'aimerais beaucoup ça. L'expérience qu'on a vécue était fantastique. C'est merveilleux. C'est très émotif. Et puis, j'aimerais réussir encore une fois un jour, sauf que, comme je disais tantôt, c'est très, très difficile. Parce qu'il y a 30 équipes, et les 30 équipes ont des chances égales de gagner la Coupe Stanley avec la masse salariale égale. Oui, chance égale. Et puis, tout se joue dans le gérant général avec les transactions qu'il peut faire, ainsi que le recrutement, parce qu'il faut recruter des bons joueurs qui, un jour, vont nous permettre de gagner cette coupe-là. Alors, il y a beaucoup de travail accompli par un paquet de personnes ou d'hommes de hockey, si vous voulez. Puis, c'est le but ultime. Et lorsqu'on l'a gagné, cette coupe-là, cette fameuse coupe-là, bien, je pense qu'on l'apprécie sa juste valeur. Alors, vous avez passé une très belle été cet été? Oui, très bel été. La coupe qui est venue ici à Thetford. Et puis, on a festoyé. Puis, c'était merveilleux maintenant. Quand le boulot a recommencé. Puis, on espère de pouvoir la ramener une autre fois à Thetford. Vous, le seul problème que vous avez, c'est que vous ne venez pas à Thetford aussi souvent que vous pouvez. Non, malheureusement, non. Mais je ne suis pas plus souvent à Québec non plus. Alors, mais lorsque j'ai une chance, je reviens ici parce que, comme je disais, j'ai beaucoup d'amis puis beaucoup de famille ici. Puis, je ne perdrai jamais, je renierai jamais notre ville. C'est ma ville. Puis, je suis un petit gars local à Thetford. Puis, j'aime toujours y revenir. Une petite question de même, de détail. Est-ce que vous avez le temps d'aller voir les ProLab de temps en temps? Même pas. Je n'ai même pas le temps parce qu'eux jouent souvent le vendredi. Et le vendredi, il y a des matchs partout au Québec ou en Ontario, dans l'Ouest canadien. Donc, je les ai vus jouer une fois il y a environ, je dirais, 3 ou 4 ans, par accident. Puis j'ai aimé ça. La population est vraiment derrière l'équipe. Une très belle atmosphère dans l'aréna. Puis c'est un bon calibre de jeu. Puis j'ai aimé ce que j'ai vu, mais j'ai vraiment pas la chance de voir très Monsieur Alain Chaîné, c'était un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Pour nous, vous êtes notre Coupe cette année à notre émission. Merci beaucoup. Et à vous tous, nous disons à la semaine prochaine.